une méthode, une assez bonne méthode pour entraîner à la fois le métabolisme aérobie et à la fois le métabolisme anaérobie, eh bien, c'est de faire des entraînements par intervalle de haute intensité, donc ce que l'on appelle le HIIT, qui est un truc hyper à la mode. Donc, en préparant le cours, j'ai été sur Google et j'ai un peu regardé les bouquins qu'il y avait là-dessus. Bon, j'en ai pris 4 parce que je voulais remplir ma diapositive, mais j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps j'ai pas pris beaucoup de temps pour les trouver. Il y a plein de trucs, c'est très à la mode, tout le monde parle du hit, ce qui, à mon sens, est extrêmement étonnant, parce que cette affaire-là, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau. En fait, c'est de l'intervalle training. Hein. C'est de l'intervalle training que, bon, en fait, le premier qui manifestement a fait de l'intervalle training, en fait, c'est à lui on, on l'attribue, c'est Paavo Nurmi, euh, qui ici gagne le 10 000 mètres aux Jeux Olympiques de 1920, donc ça date pas d'hier. Hein. C'était un coureur de demi-fond, donc il a à peu près tout gagné pendant une décennie, du 1500 au 10 000. Il gagnait tout, c'était vraiment un très très grand champion, c'est un Suédois de mémoire. Et alors il y a Emil Zatopek, hein, Emil Zatopek qui dans les années 50 a véritablement popularisé cette manière de s'entraîner. C'est ce qu'on appelle de l'entraînement par intervalle. Et donc, bon, ce dont on va parler, c'est de ça, hein, c'est de l'entraînement par intervalle. Alors vous allez me dire pourquoi c'est tellement à la mode. Ouais, c'est tellement à la mode pour deux raisons en fait. D'abord parce qu'on a montré, et ça on ne le savait pas à ce moment-là, que ce genre d'entraînement, ça peut également être bénéfique pour des gens qui ne font pas du sport de haut niveau, qui font du sport dans un contexte de santé, et même chez les gens qui sont malades, comme par exemple des cardiaques ou des personnes qui sont diabétiques et qui on fait faire du sport pour les soigner en fait. Et au début, on avait toujours peur de leur faire mal, et donc on leur faisait faire du sport d'intensité très très faible. Et donc ça c'est nouveau, ça date d'il y a une dizaine d'années. Il y a des collègues, essentiellement des collègues canadiens d'ailleurs, Martin Gibala, il est assez connu, ou Lawrence Preet, qui ont montré qu'on pouvait utiliser ces mêmes stratégies chez les patients et qu'on pouvait avoir des effets bénéfiques pour la santé. Ça, c'est une des premières raisons. Alors, une deuxième raison, c'est qu'on a quand même un peu systématisé l'histoire. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Donc, je ne vais pas vous parler des patients, évidemment, je vais vous parler des sportifs. On a un peu systématisé le système et on a maintenant une vue assez nouvelle. Mais il ne faut pas croire que ce dont je vais vous parler, c'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire, de tout à fait nouveau. C'est des trucs qui sont utilisés depuis des années et des années dans le milieu du sport. Donc, ce qu'on a pu montrer, il y a ici une bonne dizaine d'années, c'est un article dans le journal américain de physiologie, où en fait on a entraîné des sujets, avec CT, c'est un exercice continu, d'accord, et ici IT, c'est un exercice par intervalle. Et on a mesuré leur consommation maximale d'oxygène. Je pense que cette notion de VO2 max, elle a été décrite par Nicolas Benoît, un de mes collaborateurs, dans un cours précédent. Donc, vous voyez que l'exercice continu permet d'augmenter la VO2 max, bien sûr, ça marche. Et que l'exercice par intervalle eh bien, permet aussi d'augmenter la VO2 max. C'est un peu la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure. Hein. Donc, dans l'exercice continu, ce qu'on va faire, eh bien, c'est activer la biogenèse mitochondriale essentiellement par la voie du calcium. Et durant les exercices par intervalle, on va activer aussi la biogenèse mitochondriale, mais par l'autre voie qu'on appelle la voie de l'AMPK. L'AMPK, c'est en fait un senseur énergétique dans la cellule musculaire. Ceci, c'est le débit cardiaque. Oui, c'est le débit cardiaque. Vous voyez que pendant cet exercice continu, eh bien, on n'a pas vraiment d'augmentation du débit cardiaque maximal, alors que durant l'exercice par intervalle, on a une augmentation du débit cardiaque. Le débit cardiaque, c'est très important parce qu'en fait, ça aide à fournir de l'oxygène, hein, ça véhicule le sang, d'accord, hein, le débit cardiaque, c'est le volume de sang que votre cœur est capable d'éjecter chaque minute, et donc c'est très important. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va avoir un effet ici? Parce que les exercices sont de plus haute intensité. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle la différence artério-veineuse. C'est un peu plus compliqué à expliquer. C'est en fait la quantité d'oxygène que vos muscles vont extraire du sang. Vous voyez que dans les deux cas, bien, ça augmente. Et ici, ben, c'est simplement un test, ce qu'on appelle un test où on demande aux gens de développer une certaine puissance et de maintenir cette puissance le plus longtemps possible. Et donc, vous voyez que l'exercice continu, ben, ça a un effet d'entraînement, hein, c'est très très clair, mais que l'intervalle, eh bien, a un effet qui est
qui est plus important. Alors ça, c'était un test de labo. Ça, c'est un test de terrain. C'est chez les joueurs de foot. C'est chez les joueurs de foot que ça a été fait. Chez les jeunes joueurs de foot qui, en fait, c'est des Allemands. C'est un groupe de Cologne qui a fait ça et c'est plus récent, 2011. Et donc, ils ont fait faire des exercices à haute intensité. Et ici, ils ont fait faire des exercices de haut volume. High volume training, high intensity training. Et donc, qu'est-ce qu'ils voient? Même chose, la VO2 max, eh bien, ils voient que le VO2 max est plus augmenté si on fait du high intensity que du high volume. Que l'on trouve ici sur la partie droite, eh bien, c'est aussi un test sur 1000 mètres. On fait courir 1000 mètres aux athlètes. Évidemment, plus ils courent vite, meilleurs ils sont, et donc moins il leur faut de temps. Donc, vous voyez qu'ils ont diminué le temps, donc ça veut dire qu'ils ont progressé. Et vous voyez qu'ils ont progressé nettement plus en faisant du high intensity qu'en faisant du high volume. Et ici, la partie inférieure de la diapositive vous représente les valeurs individuelles, mais les résultats sont évidents que le high intensity est au moins aussi bon que le high volume, et donc faisant des exercices de plus haute intensité, de moins grande durée, eh bien, on arrive à avoir des résultats au moins aussi bons, si pas meilleurs, que les résultats que l'on peut obtenir pour la capacité aérobie avec des entraînements de longue durée et de faible intensité, en maintenant l'avantage qu'on ne va pas exprimer les fibres lentes. Alors ceci, c'est l'effet de ces entraînements de haute intensité sur le métabolisme anaérobie. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué à mettre en évidence, parce qu'en fait, pour bien mettre ça en évidence, ce qu'il faut faire, c'est des biopsies musculaires et analyser ce qui se trouve dans les muscles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser en fait l'activité d'enzymes qui sont impliquées dans le système de la phosphorylcréatine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a une enzyme que l'on appelle la créatine phosphokinase qui est importante. Vous voyez que son activité a tendance à augmenter. Donc ceci, ça représente l'amélioration après un entraînement de haute intensité. Donc vous voyez très clairement, eh bien, ça a augmenté. Et ceci, c'est une enzyme de la glycolyse. Vous vous souvenez, la glycolyse, c'est en fait cette voie qui dégrade les glucides et qui va amener le lactate. Eh bien, en fait, une enzyme clé, c'est une enzyme que l'on appelle la phosphofructokinase, on dit la PFK dans notre jargon. Et donc, vous voyez que cette PFK, eh bien, elle est considérablement augmentée lorsque l'on fait des entraînements de haute intensité. Donc, ces entraînements de haute intensité, très clairement, ils arrivent à répondre à nos besoins ou aux besoins des joueurs de football. Ils arrivent à augmenter à la fois la VO2 max, ils arrivent à la fois à augmenter le métabolisme aérobie, mais ils améliorent aussi le métabolisme anaérobie. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont particulièrement indiqués dans l'entraînement physique du joueur de football. Maintenant, la question, c'est oui, mais on fait quoi? Comment est-ce qu'on va designer? Qu'est-ce qu'on va demander aux footballeurs? Bien, pour designer véritablement une séance d'entraînement à haute intensité, eh bien, il faut on peut travailler sur 9 variables. Il y a 9 choses qu'on peut faire bouger. On va les passer en revue les unes par rapport aux autres. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire des exercices, d'accord? Et la première chose que l'on va pouvoir définir, c'est quelle est l'intensité de l'exercice. Quelle est l'intensité de l'exercice? Je vous dis tout de suite, ça va être des exercices de haute intensité. Et une barrière qu'il faut tout de suite avoir en tête, c'est 90% de la vitesse à VO2 max. En dessous de 90% de la vitesse à VO2 max, vous oubliez. Ce n'est pas assez intense. Donc, ce sont tous des exercices que l'on va faire à une vitesse qui est égale ou supérieure à 90% de la vitesse à VO2 max. Et dans une des prochaines images, je vais y revenir. Donc, première chose, intensité d'exercice. Deuxième chose, la modalité de l'exercice. En foot, il est évident qu'il y a peu de chances que vous mettiez les types dans une piscine, il y a peu de chances que vous mettiez les types sur un vélo, quoique, quand vous avez un athlète qui a été blessé et qui est par exemple dans une période de réathlétisation, si vous voulez faire du travail physique et qui ne peut pas encore courir, mais on peut peut-être de temps en temps changer la modalité d'exercice. Donc, c'est vrai qu'a priori en foot, ça va être de la course à pied, on est bien d'accord. Mais même en course à pied, on peut dire on fait la course à pied en ligne droite, on fait la course à pied avec des changements de direction, on fait de la course à pied avec le ballon. Bon. Donc, ça va changer les modalités. Et n'oubliez pas, pendant la période de réadaptation, de revalidation de quelqu'un qui a été blessé, on peut faire ce genre d'exercice, même si le type ne peut peut-être pas encore courir, on peut être imaginatif et utiliser d'autres modes d'exercice. Quelle est la durée?
pendant combien de temps va-t-il faire cet exercice de l'intensité qu'on a prescrit. Donc, intensité, modalité d'exercice, durée, durée. Ensuite, il va y avoir la période de récupération de chaque exercice. La récupération peut être une récupération active, elle peut être une récupération passive. Donc, il va falloir définir l'intensité de récupération. Est-ce que l'intensité de récupération, c'est passif? Est-ce que l'intensité de récupération, c'est actif? Et si c'est actif à combien? C'est on marche, on trottine, ou est-ce qu'on court encore à une bonne intensité? Important, parce qu'en foot, c'est ce qui va se passer sur le terrain. Vous allez devoir faire des exercices de très haute intensité, et puis de temps en temps, vous pouvez marcher, mais de temps en temps, vous ne pouvez pas marcher. Vous devez continuer à courir, et courir quand même à une certaine intensité. Donc, ne pas croire que la période ici de récupération, on s'en fout. Non, non, on s'en fout pas du tout, parce qu'elle doit vous préparer à ce qui va se passer pendant le match. Et donc, il va falloir se poser la question, en fonction des exercices que vous voulez faire à vos joueurs, de l'intensité à la fois de l'exercice, mais aussi de l'intensité de la récupération et bien sûr de la durée de récupération. Est-ce qu'on laisse 5 secondes, 10 secondes, 1 minute, 3 minutes? On va voir tout ça par la suite, mais c'est la durée de la récupération. Donc, vous avez ici défini finalement une fois l'exercice. Vous avez défini l'exercice. Et cet exercice, vous allez le répéter. Vous allez le répéter au sein de séries. Au sein de séries. Et donc, il va falloir définir combien de temps va durer la série. Donc, combien de fois va-t-on faire cet exercice? Est-ce qu'on le fait 3 fois? Est-ce qu'on le fait 10 fois? Est-ce qu'on le fait 50 fois? Combien de fois? Combien de fois va-t-on faire cet exercice? Et puis, on peut par exemple dire, on va le faire 5 fois, et puis on va prendre un temps de repos, et on va recommencer la série. Et donc, on pourra dire, voilà, on fait 3 fois, 5 fois un exercice. Donc, on dira, il y a 3 séries d'un exercice, et entre chaque série, eh bien, on va laisser un temps plus important de récupération. Et de la même façon, entre les séries, il va aussi falloir définir l'intensité de la récupération. Va-t-on faire une récupération qui est passive ou va-t-on faire une récupération qui est active? Je vais prendre un exemple très concret. On va par exemple faire des séries de 50 mètres. On va faire par exemple 10 fois 50 mètres et on va prendre un certain repos. On va faire 3 fois 10 fois 50 mètres. Entre chaque 50 mètres, on va prendre par exemple 30 secondes de repos. D'accord? Et une fois qu'on a fait les 10 fois, eh bien, on va prendre 5 minutes. Et donc, ça, c'est le temps de récupération entre les séries. Donc, il y a 9 choses que l'on doit chaque fois identifier. Intensité de l'exercice, modalité de l'exercice, durée de l'exercice, durée et intensité de la récupération entre chaque exercice. Combien de fois répétons cet exercice au sein d'une série? Combien de fois répétons la série? Quel est le temps de récupération entre chaque série? Et quelle est la modalité de récupération dans la série? Une fois que vous avez ça, vous pouvez faire vos exercices. Comment va-t-on donc les programmer, ces exercices? Eh bien, on va les programmer pour induire un stress métabolique. C'est vraiment ça. Et donc, ce que l'on va attendre, c'est ce genre de choses. Donc, vous avez quoi? Vous avez ici simplement 4 exercices qui ont été faits par intervalle. 4 exercices qui ont été faits par intervalle. Vous avez ici le temps, la durée de l'exercice. Donc, c'est les premiers. C'est les premiers. D'habitude, il y en a plus. Et donc, on a mesuré quoi? Eh bien, on a mesuré la consommation d'oxygène. Vous voyez que cette consommation d'oxygène va augmenter quand on fait l'exercice, et puis elle va rediminuer, réaugmenter, rediminuer, réaugmenter, rediminuer. C'est véritablement ce qui se passe lorsque vous faites un match de foot. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. À part qu'ici, on sait quand vous commencez, quand vous arrêtez. Lors d'un match de foot, vous ne savez pas quand vous commencez, vous ne savez pas quand vous arrêtez. Mais vous savez qu'il va y avoir des accélérations et des périodes de moins grande intensité. Donc, ça simule assez bien ce qui se passe dans un match de foot. Ici, en rouge, vous retrouvez ce qu'on appelle en anglais le stroke volume. Donc, c'est le volume d'éjection systolique. C'est en fait le volume de sang qui est éjecté par votre cœur à chaque battement. Donc, vous voyez que votre cœur, eh bien, il s'adapte, il travaille plus, il éjecte plus de sang. Et l'intérêt d'éjecter plus de sang, c'est d'augmenter le transport d'oxygène. Et puis, vous arrêtez l'exercice, hop, vous récupérez, il va éjecter moins de sang, et puis vous recommencez, il éjecte plus de sang, et ainsi de suite. Et ici, vous allez trouver la fréquence cardiaque. Donc, vous voyez la fréquence cardiaque qui augmente, qui diminue, qui augmente, qui diminue. Et ici, vous allez trouver ce qu'on appelle le TSI. Alors, le TSI, en fait, c'est un reflet de l'oxygénation de vos tissus. Et donc, ce que l'on voit, c'est que vos tissus, eh bien, ils sont moins oxygénés quand vous faites un exercice de haute intensité. C'est logique, vous allez consommer l'oxygène. Vous avez de l'oxygène en réserve dans vos muscles. Vous avez de l'oxygène en réserve dans vos muscles, elle est fixée à une protéine qu'on appelle la myoglobine.
La myoglobine, c'est le transporteur d'oxygène dans vos muscles. L'hémoglobine, c'est le transporteur d'oxygène dans votre sang. Et donc, dans vos muscles, vous avez une certaine réserve d'oxygène que vous allez utiliser lorsque vous faites ce genre d'exercice et que l'on peut très très bien mesurer. C'est des choses qu'on fait assez facilement au labo. Alors ça, c'est l'image, une des images clés. C'est une des images clés, c'est comment va-t-on maintenant organiser. Donc on a les 9 paramètres qu'on doit, sur lesquels on peut jouer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle catégorie est-ce qu'on peut faire? Eh bien, globalement, on va parler de 5 catégories d'entraînement à haute intensité. Donc ça, c'est une chose importante, c'est qu'il n'existe pour moi pas un entraînement, une seule forme d'entraînement à haute intensité. Il existe plusieurs formes d'entraînement à haute intensité. On va en citer 5 et puis on va en développer 4 parce qu'il y en a une qui aura plus été prise en charge par mon collègue et ami Jacques Duchâteau. On va parler d'entraînement d'intervalles de courte durée. Et si on parle de courte durée, on va se mettre d'accord sur 1 minute. Alors certains vont dire 45 secondes, on ne va pas se battre pour ça, mais c'est de cet ordre-là. Ce n'est pas 5 secondes, ce n'est pas 10 secondes. C'est de l'ordre de 45 secondes à 1 minute. On va parler d'intervalles longs. Intervalles longs, ce seront des exercices de plus d'1 minute. On va parler de repeated sprint training, donc des entraînements de sprint répétés. Des entraînements de sprint répétés, et je vais tout de suite venir à des choses très concrètes par rapport à ça. Et ici, on va parler de sprint interval training, donc d'entraînement par intervalle de sprint. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, je vais vous montrer la grande différence. Et puis, on peut parler également de travail de vitesse et de travail de force, mais ça, je ne vais pas développer parce qu'en fait, ça a un aspect essentiellement neuromusculaire, et l'aspect neuromusculaire est pris en charge par Jacques Duchâteau. Donc moi, je vais vous parler essentiellement de cette partie-ci. Et donc, en fonction du sport, ici, on sait dans quel sport on est dans le football, en fonction du profil de l'athlète, en fonction du fait, est-ce qu'on est avec un athlète en réathlétisation, est-ce qu'on est dans la saison, est-ce qu'on est avec un défenseur, est-ce qu'on est avec un attaquant, enfin, ça, c'est des trucs que vous connaissez beaucoup plus mieux que moi. En fonction du plan d'entraînement, eh bien, on peut choisir ces différentes modalités, sachant qu'elles vont agir à des endroits différents. Alors, allons-y. Où vont-elles agir? Eh bien, si on veut uniquement agir sur le système de transport d'oxygène, donc le système aérobie, on peut travailler le système aérobie avec des entraînements d'intervalles et plutôt d'intervalles de courte durée. C'est un peu paradoxal, mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Des entraînements de courte durée dans lesquels il ne faudra pas donner trop de périodes de repos. Donc la clé, c'est l'exercice n'est pas de trop longue durée, mais le repos est relativement bref également. J'ai toujours ma souris qui passe à la suivante. Alors, on peut faire la même chose avec une composante neuromotrice. Bon, ça, il faut un peu rendre le système plus compliqué. Par exemple, si on fait avec des changements de direction ou ce genre de choses, on peut le faire. Dès qu'on arrive sur des entraînements de plus longue durée, ou si on fait des entraînements relativement courts et vraiment avec très peu de temps de récupération, eh bien à ce moment-là, il va y avoir une autre composante, c'est la composante anaérobie. Et donc à ce moment-là, on va voir apparaître une concentration de lactate. Et donc on va à ce moment-là travailler à la fois le métabolisme aérobie et à la fois le métabolisme anaérobie. C'est effectivement ce qui est assez intéressant chez le joueur de foot. On peut aussi rendre le système un peu plus compliqué et par exemple faire des accélérations et on va donc se retrouver dans le système du sprint répété, d'accord, où on va travailler à la fois le métabolisme aérobie, le métabolisme anaérobie et le volet neuromusculaire. Et donc vous voyez qu'on peut faire ça avec des entraînements de courte durée, avec des intervalles longs ou avec des sprints répétés. Très clairement, chez les joueurs de football, ça c'est la clé. La clé, elle est ici. La clé, elle est là. C'est véritablement ça parce que vous avez besoin de tout. Vous avez besoin du métabolisme aérobie, vous avez besoin du métabolisme anaérobie et vous avez bien sûr besoin, même si moi je ne le développerai pas puisque quelqu'un d'autre le fait sans doute mieux que moi, les aspects neuromusculaires. Dans les entraînements de sprint, de sprint par intervalle, vous allez essentiellement stimuler
ce que j'appelle l'oxygène périphérique, donc l'oxygène que vous avez en réserve dans les muscles, mais pas tellement le transport d'oxygène, le métabolisme anaérobie et le système neuromusculaire. Alors, essayons de faire les choses maintenant de manière un peu plus concrète. Et Marc, première question, oui. Marc, excuse-moi, tu veux bien revenir un tout petit peu sur la dia précédente. Je vais me permettre de faire le lien, puisqu'on a eu un exposé avec Jacques mercredi et qui sera prolongé mercredi prochain. Et donc, j'invite vraiment tout le monde à parfaitement appréhender cette diasynthèse fabuleuse. Et je me permets aussi, Marc, d'insister sur la source, puisque Martin Buchet est une des références en la matière aussi en Un jour de physiologie handball, hein. du football, mais surtout en venant du handball. Donc, je vous invite à aller voir ça Non, aussi. mais Donc, il est le préparateur, en fait, il est le responsable de la préparation physique à Paris maintenant, oui, tout à au fait. PSG. Hein, au Voilà, PSG. voilà. Et donc d'aller voir sur son site web, mais bon, soit, c'est important que cette dia-là, qui est vraiment une dia carrefour entre l'information qu'on vous donne maintenant au niveau des paramètres plutôt de type métabolique versus les paramètres neuromusculaires, mais c'est là qui montre bien que tout se tient entre ce qu'on parle, le développement des facteurs métaboliques et d'en faire une unité à part, pour bien que vous compreniez ce dont on parle, mais c'est intimement lié effectivement avec les qualités neuromusculaires. Et donc ce schéma-là est juste remarquable parce qu'il fait une synthèse vraiment idéale pour que vous compreniez bien qu'on doit et qu'on peut, et qu'il faut surtout, enregistrer des entraînements de type intégré, où là, on peut développer les qualités tant métaboliques que neuromusculaires, et la cible est clairement identifiée là sur ce schéma pour les jours de foot, dans le cadre bien particulier. En tout cas, merci Marc pour cette synthèse-là, ce qui va énormément servir Jacques, mais lui aussi a mis, comme diraient nos amis canadiens, la table pour toi, puisqu'il a parlé du lien avec les facteurs métaboliques dans le développement des qualités neuromusculaires. C'est bien, je te remercie. Donc, je vous rassure, on va maintenant arriver à des choses très, très pratico-pratiques. Hein. Donc, la première chose, c'est de définir, donc, vous vous souvenez, les neuf facteurs qu'il faut définir hein, pour programmer sa séance. La première chose, c'est la vitesse. Comment est-ce que je vais pouvoir définir la vitesse? Eh bien, il y a plusieurs types. Donc, vous retrouvez ici mes différents types d'entraînement. Donc, les vitesses que l'on va utiliser pour les entraînements par un intervalle de longue durée, d'accord, hein, ceux qui ont de plus d'une minute, eh bien, on va se retrouver entre 90% et 100% de la vitesse à VO2 max. Et je reviens tout de suite sur cette notion-là. Et donc, 90 à 100% de la vitesse à VO2 max. Lorsqu'on va parler d'entraînement à haute intensité, mais plutôt court, donc haute intensité mais intervalle court, donc intervalle de moins d'une minute, on va plutôt se situer entre 100% de la vitesse à VO2 max et 120% de la vitesse à VO2 max. Lorsqu'on va faire des sprints, donc de repeated sprint training, de l'entraînement de sprint répété, eh bien, on va encore aller plus vite, on va être plutôt entre 120% de la vitesse à VO2 max et 160% de la vitesse à VO2 max. Et au-delà de 160% de la vitesse à VO2 max, jusqu'au maximum, jusqu'au maximum auquel on peut aller, on va parler à ce moment-là d'entraînement de sprint par intervalle. Alors la question, c'est évidemment comment je détermine ma vitesse à VO2 max. C'est la bonne question. Donc, c'est souvent ce que l'on appelle, mais ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas trop ce terme, la vitesse maximale aérobie. On utilise ça. En fait, la vitesse maximale aérobie, c'est bien la vitesse à VO2 max. C'est deux équivalents. Le problème, c'est que donc, la vitesse maximale aérobie, elle a été définie à peu près en même temps par deux collègues, une collègue française qu'on connaît bien, qui est Véronique Billat, qui s'occupe beaucoup des athlètes d'endurance, et un collègue américain qui s'appelle Hill. Ils ont défini ça à peu près au même moment et à peu près de la même manière. Et puis, on a trouvé toute une série de types qui mesurent la vitesse maximale aérobie. Mais en fait, ils ne mesurent pas la vitesse maximale aérobie. La vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse à VO2 max. Alors, pour moi, il y a 4 manières de bien mesurer cette vitesse à VO2 max. La première, c'est de faire un test progressivement croissant. Donc ça, c'est ce que nous, on fait au labo quotidiennement. Donc, prenez un tapis roulant, vous augmentez progressivement la vitesse, vous mesurez la consommation d'oxygène, vous amenez le type à VO2 max. Et quand vous amenez le type à VO2 max, vous regardez la vitesse avec laquelle il court. Et donc, vous pouvez connaître la vitesse à VO2 max. Mais ça demande un test de laboratoire. Il y a 3 tests de terrain qui vous donnent une très, très bonne idée
de la vitesse, de la vitesse à VO2 max. Le premier, c'est celui qui a été défini, je connais tout le monde, vous allez dire, hein, par mon ami Georges Cazorla de Bordeaux, donc ce que l'on appelle le Vaméval. Bon, je pense qu'on a sans doute vu ça dans. Je ne vais pas définir enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail du Vaméval. Si vous le souhaitez, on peut le faire lors d'un autre moment. Enfin, c'est un test progressif classique de terrain. Et puis, il y a le test de mon ami aussi, Luc Léger, mais le long, donc ce que l'on appelle le University Montreal Track Test, donc le test sur piste de l'Université de Montréal, donc qui est aussi un test où on va faire courir les gens sur une piste et on va progressivement accélérer la vitesse. Et donc, au moment où, dans ce genre de tests, qui sont des tests continus, on peut dire que lorsque le sujet arrive à épuisement, lorsqu'il ne sait plus suivre les bips, par exemple, qu'on lui impose, eh bien, il est véritablement à la vitesse à VO2 max. Une autre manière très simple de mesurer cette vitesse à VO2 max, mais seulement avec des athlètes bien entraînés, et ça j'insiste, ça ne marche pas avec, par exemple, nos équipes de jeunes, vous oubliez, uniquement avec des athlètes bien entraînés qui ont la capacité de gérer leur vitesse. Eh bien, si vous demandez un exercice de 5 minutes, vous dites aux gars, cours le plus longtemps, la plus grande distance possible pendant 5 minutes. Si les gens savent bien gérer leur vitesse, eh bien, d'habitude, ils vont courir ça à VO2 max, et donc ils vont courir à la vitesse à VO2 max. Ça vous donne une très très bonne idée. Et donc, connaissant ça, quelle que soit la manière dont vous pouvez appréhender cette vitesse à VO2 max, eh bien, vous pouvez programmer les intensités de vos entraînements. Il y a néanmoins un autre test que j'aime beaucoup et qui est peut-être plus spécifique aux joueurs de football, mais qui ne va pas vous donner la vitesse à VO2 max, elle va vous donner ce que j'appelle ici la vitesse lors d'un test intermittent, en fait. Hein. C'est un test intermittent. C'est en fait à peu près le même principe que le test de Léger d'aller-retour, que vous connaissez peut-être bien aussi, que l'on fait faire souvent dans les écoles. Donc, c'est un test intermittent fractionné, un test intermittent et fractionné. En fait, le principe, c'est quoi? C'est qu'on fait courir les gens pendant 30 secondes, et puis ils ont 15 secondes de marche. Et puis ils recourent 30 secondes, et ils ont 15 secondes de marche. Et en fait, la vitesse pendant les 30 secondes va être progressivement augmentée. Et donc, c'est un test dans lequel il va y avoir une contribution du métabolisme anaérobie. Et donc, je pense personnellement, si moi je dois choisir un test pour les joueurs de foot, c'est celui que je prends. C'est celui que je prends, mais attention, lui, il ne va pas vous donner cette vitesse-ci, il va donner cette vitesse-là, mais vous en foutez, vous pouvez quand même utiliser ce test-là. Alors, pourquoi est-ce que je prends ce test-là? Parce qu'il ne va pas mesurer uniquement la capacité aérobie, il va aussi mesurer la capacité anaérobie, parce qu'en fait, le fait que vous marchiez, eh bien, ça va vous permettre de, entre guillemets, récupérer, et ça va vous permettre, durant l'exercice suivant, les 30 secondes suivantes, eh bien, de mobiliser les réserves anaérobie que vous n'allez pas pouvoir faire durant ce genre d'épreuve. Donc, honnêtement, moi, je trouve que ce test est un test qui est particulièrement bien adapté aux joueurs de football. Alors, il y a un autre test qui est adapté aussi aux joueurs de football, qui est le yo-yo test. Hein, le yo-yo test que vous connaissez sans doute tous, sur lequel je ne vais pas vous faire l'insulte de revenir. Le yo-yo test est un peu différent parce que le yo-yo test c'est un test avec des changements de direction. Tandis qu'ici, il n'y a pas vraiment de changement de direction. Ce sont des allers-retours, simplement pour être pratique. Il n'y a pas vraiment des changements de direction. Donc, dans le yo-yo test, vous allez quand même mesurer encore un peu autre chose. Et le yo-yo test est peut-être moins adapté pour définir les intensités d'entraînement lors d'entraînement de haute intensité. Donc, voici comment, à partir de ce tableau-là, vous pouvez définir, en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez définir l'intensité à laquelle il faut faire courir. Alors, pourquoi est-ce que j'aime bien le test fractionné? Eh bien, parce que si on se base uniquement sur la vitesse à VO2 max, eh bien, on peut de temps en temps un peu se gourer. On peut un peu se gourer parce qu'on ne tient pas compte de ce que l'on appelle la réserve de vitesse anaérobie. Donc, anaerobic speed reserve, donc la réserve de vitesse anaérobie, c'est-à-dire la capacité anaérobie que le sujet a. Alors, imaginons ici, on a deux athlètes, et ils ont exactement la même vitesse à VO2 max. Mais ils ont des réserves
de vitesse anaérobie qui sont différentes. Si vous les faites courir tous les deux à cette vitesse-ci, qui est 21,5 km/h, eh bien celui-ci, il va utiliser 32% de sa réserve anaérobie, et celui-ci ne va utiliser que 23% de sa réserve anaérobie. Donc si on veut, par exemple, les faire courir tous les deux en mobilisant 32% de la réserve anaérobie, eh bien, il faudrait que celui-ci court plus vite. Et donc c'est pour cela que je pense qu'il vaut mieux utiliser un test intermittent pour évaluer les vitesses des entraînements à haute intensité chez les joueurs de football, plutôt que d'utiliser les VAM-EVAL classiques ou les tests de léger ou les tests progressivement classiques, donc les tests où on va mesurer la vitesse maximale aérobie. Il vaut mieux avoir un test intermittent dans lequel il y a une participation du métabolisme anaérobie. Alors allons-y maintenant pour l'application de ce genre de truc. Donc on est ici sous le format. Donc on est le format, on va commencer par les entraînements de haute intensité et longs, d'accord? Donc on est dans des exercices au moins d'une minute, donc idéalement on peut même être à 2 ou 3 minutes, hein, on peut aller plus loin, d'accord? Ce sont des exercices qui vont être au-dessus de 90% de la VO2 max, on vient de le voir. Quelle est la durée de récup que l'on peut faire? Par exemple, typiquement, vous faites des récup de 2 minutes et ces récup peuvent être passives, et donc vous pouvez ainsi répéter cet exercice de 6 à 10 fois. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez donner des récup qui sont un peu plus longues. Par exemple, vous donnez des récup de 4 à 5 minutes, mais à ce moment-là, vous ne faites pas une récup qui est passive, vous faites une récup qui est active, à la limite une récup qui n'est pas active si faible que cela. 60-70% de VO2 max, 60-70% de VO2 max, il faut courir quand même. Il faut continuer à courir. Et donc ça, c'est quelque chose qui reflète assez bien ce que vous allez vivre en foot, c'est-à-dire il va falloir faire une action très intense et puis il va falloir continuer à courir pas à vitesse maximale, mais quand même à bonne vitesse pour aller par exemple se replacer. Ici, on a donc la deuxième catégorie, donc ce sont toujours les entraînements à haute intensité avec des intervalles courts. Donc on est dans des moins de 1 minute, typiquement par exemple des exercices de l'ordre de 15 secondes. 15 secondes, on va aller à 100-120% de VO2 max, c'est ce que je vous ai montré. Et par exemple, on va faire du 15-15, comme on dit, 15 secondes d'exercice, 15 secondes de repos, 15 secondes d'exercice, 15 secondes de repos, la récup étant passive. On peut donner plus de 15 secondes de repos. On peut donner, par exemple, 30 secondes de repos, et alors on fait courir en actif. On fait 15 secondes d'exercice intense, d'accord? 15 secondes plus doucement, mais on continue à garder, encore une fois, on essaye de refléter ce qui va se passer durant un match. Alors, ici, on est dans les entraînements de sprint répétés. Donc, les entraînements de sprint répétés, ça c'est assez dur. C'est par exemple des entraînements sur 4 secondes d'exercice très intense, par exemple des 30 mètres, 2 fois 15 mètres. Et là, l'intensité, c'est assez facile, on peut y aller, quoi. On peut y aller. Typiquement, vous pouvez faire ça avec ballon, hein. Vous pouvez faire ça avec des changements de direction. Vous pouvez imaginer faire ce genre de truc avec le ballon. Pour autant que l'équipe ait une bonne technique, évidemment, du ballon. Si le problème, c'est la technique, ça ne va pas marcher. Mais je vais y arriver d'ailleurs à cela. Et donc, vous pouvez, par exemple, laisser 20 secondes de repos. Et c'est par exemple ce repos, eh bien, vous pouvez demander qu'il continue à trottiner aux alentours de 50% de VO2 max. C'est donc assez différent, donc souvent on confond les deux ici, hein, de ce que l'on appelle les entraînements par sprint répété, donc sprint interval training, donc où on a des exercices qui sont plus longs, une vingtaine de secondes, d'accord, qui sont aussi des exercices de haute intensité et dans lesquels on va donner plus de récup et une récup passive. Donc ici, on va véritablement travailler la vitesse, alors qu'ici, ce que l'on va surtout essayer de travailler, c'est le fait que les gens puissent répéter ces sprints avec relativement peu de repos. Donc tout cela, ça fait partie du HIIT. Donc le HIIT, ce n'est pas une chose, hein, c'est différentes choses, c'est différents processus que l'on va pouvoir entraîner. Alors, il y a évidemment une chose qui est très importante chez les joueurs de foot, hein, c'est qu'on joue à la balle. Et donc, on ait des entraînements qui soient basés sur
sur le jeu. Alors oui, on peut faire cela, hein, on peut faire des entraînements basés sur le jeu, ou par exemple, on fait des petits matchs sur une surface qui est réduite, par exemple de 2, 3, 4 minutes, et puis bon, on va y revenir, hein, parce qu'on peut donner du temps de récup passif, mais là, il faudra quand même donner de bonnes instructions, et je vais y revenir tout de suite. Alors, quelques exemples concrets, quelques exemples très très concrets. Donc, par exemple, pour un joueur de foot d'entraînement de haute intensité intervalle long, c'est par exemple faire 5 fois 800 sur la piste, une piste d'athlétisme, ça ne mord personne, à 90% de la vitesse à VO2 max, 90 secondes de repos, repos passif. Voilà typiquement un entraînement qu'on peut faire sans doute pas en saison, mais dans la période de préparation générale, en début de saison, c'est sans doute quelque chose qui peut se faire. En saison, on va plutôt aller vers des intervalles courts. Par exemple, c'est un exemple, hein, 2 fois 8 fois 200, 110% de la vitesse à VO2 max. On va prendre 30 secondes de repos entre chaque 200 de manière passive, et entre chaque série, ici, eh bien, on va courir pendant 5 minutes à 60% de VO2 max. Donc, on aura ici une récupération qui est une récupération active, mais pas de trop haute intensité. Pour l'entraînement par sprint répété, un exemple, 3 fois 8 fois 30 mètres. On donne comme instruction, vous allez le plus vite possible, hein, les gars. Ils ne vont pas pouvoir aller très très vite très longtemps, parce qu'en fait, vous n'allez leur laisser que 15 secondes de repos passif entre chaque 30 mètres. Donc, s'ils y vont, ils vont commencer à se fatiguer assez vite, ce qui est le but. Et entre chaque série, vous pouvez laisser 6 minutes, et vous faites trottiner pendant 6 minutes à 55% de la vitesse à VO2 max. Il manque un P ici, l'entraînement par intervalle de sprint, 6 fois 200, d'accord? On y va très vite, avec 2 minutes de repos passif. Donc, vous voyez, ici, c'est très différent. Ici, ce qu'on va faire, c'est surtout répéter les sprints, d'accord? Et on va donner peu de temps de récupération, alors qu'ici, on va faire moins de répétitions, un peu plus long, et on va donner beaucoup plus de temps de récupération. Donc, dans cette modalité d'exercice, on va surtout chercher la vitesse. Dans cette modalité d'exercice, on va surtout chercher le fait que les joueurs puissent répéter des entraînements, des sprints de haute intensité. En entraînement basé sur le jeu, par exemple 6 fois 3 minutes, 55, avec 2 minutes de récup passive entre chacun des matchs.